Déjà, bonjour à tous. Ouais. Je m'appelle Samia Mohamed et je suis chargée de clientèle au sein de l'équipe internationale de Servir. Nous vous remercions d'être parmi nous aujourd'hui pour ce webinaire sur le thème ô combien important, plan de continuité d'activité, comprendre un outil de résilience opérationnelle performant. Webinaire qui est organisé par les équipes de Servir, Christelle Doyen, Christophe Haussmann, Liliana Nascimento et Nicolas Frère. Nous avons le grand plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous pour ce sujet Xavier Artout, qui est le dirigeant du cabinet Adenium. Nous avons 30 minutes de discussion et nous répondrons à toutes vos questions à la fin. Je vous invite bien sûr à poser vos questions dans le chat. Alors, avant de démarrer cette présentation, j'aimerais vous dire quelques mots sur Servir. Servir fait partie du groupe Odeo, un groupe familial rémois avec plus de 120 ans d'existence. Odeo approche aujourd'hui les 40 millions de chiffres d'affaires, avec plus de 450 collaborateurs. Le groupe a fait une croissance d'environ 5,4% en 2022 et à ce jour, nous avons 4 bureaux en France, un à Reims, Paris, Villeneuve-d'Ascq et prochainement Tours. Le groupe a un plan stratégique d'ici à 2026 et les enjeux sont de doubler les chiffres d'affaires, tout en maintenant notre qualité de service, bien sûr, et surtout en conservant un groupe familial et indépendant. Nous avons des équipes dédiées sur plusieurs segments, trois en particulier, trois domaines d'expertise, le risque d'entreprise, la protection sociale et l'assurance crédit et affacturage. Nous avons également l'accompagnement à l'international avec une équipe spécialisée et nos partenaires Assurex qui est une réelle force pour servir. Je vais désormais passer la main à mon collègue Nicolas qui va introduire le sujet. Merci Samia pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nicolas Frère. Je suis chargé de clientèle en risque d'entreprise basé à Reims. Et aujourd'hui, nous souhaitons vous détailler le plan de continuité d'activité. Vous allez souvent entendre l'acronyme PCA. Et nous sommes en partenariat avec Adenium pour cette présentation. Pour nous, en tant que courtier, cela nous semble très important de vous informer du bénéfice de cet outil. D'un côté, il y a pour vous, entrepreneurs, cela vous permet de vous poser les bonnes questions sur les points névralgiques qui peuvent vous mettre en difficulté, notamment pour reprendre votre activité. D'un autre côté, pour nous, ça nous permet de mieux connaître votre risque, vos enjeux, et pour les compagnies d'assurance, ça leur permet de mettre en adéquation votre contrat, notamment tout ce qui concerne la durée d'indemnisation de votre perte d'exploitation, et ça permet aussi de mettre au mieux les montants de garantie, par exemple. Voilà, sur ces mots, je laisse la parole à Xavier, qui va d'abord vous présenter Adenium et qui vous exposera ensuite les raisons de la mise en place d'un PCA. Eh bien, ravi d'être avec vous tous aujourd'hui. Je remercie évidemment les équipes de Servir, Samia, Nicolas, avec qui on a préparé donc cette intervention. Alors moi, mon métier, depuis 20 ans, c'est finalement d'être consultant, formateur, aussi chargé d'enseignement. Et donc, avec nos équipes, on met en place en fait des démarches de PCA dans les entreprises, dans les organisations. Donc, on est un cabinet, on est une quarantaine de consultants, on est basé à Paris, Lyon et Toulouse. On intervient à l'international, évidemment, puisque la bonne nouvelle, c'est que dans les PCA, effectivement, ces démarches se sont industrialisées. Donc, on a des outils et on peut effectivement déployer à l'échelle des organisations ce type de démarche de façon optimisée, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Euh, donc les métiers d'accompagnement, un peu la raison d'être de nos cabinets d'Adenium, c'est de rendre les organisations plus robustes. On l'a vu, le PCA est un outil et on va le voir un peu plus en détail. Tout ça, évidemment, ça passe par le management des risques, une bonne gestion de crise, des scénarios effectivement d'indisponibilité qui ont été prévus et face auxquels on a prévu des parades. Et puis, ce qu'on appelle la résilience. Nous, la résilience, c'est la résilience organisationnelle. Donc, c'est vraiment celle qui touche à l'organisation. C'est un petit peu ce qu'il y a dans le bocal. Et la façon de développer sa capacité de robustesse et d'agilité. Alors, tout ça, ça se décline aujourd'hui beaucoup dans l'environnement cyber, qui est un des scénarios. C'est évidemment pas le seul. Vous voyez que dans nos métiers, c'est le cas cet après-midi, là au bureau, il y a aussi des exercices de crise. On en fait plusieurs centaines chaque année, puisque évidemment, mettre en place des démarches, c'est bien, mais il faut s'assurer qu'elles marchent, donc il faut aussi les tester.
On est dans ces métiers du conseil, de l'audit et aussi de la formation et de la sensibilisation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, mon expérience depuis 20 ans, effectivement, dans la mise en place de PCA, permet d'avoir un recul sur les choses, mais ces sujets évoluent énormément. Et si vous vous intéressez à ces problématiques de PCA, c'est qu'il y a probablement un certain nombre de raisons. Et on reviendra dessus. Donc, on est structuré en pôle d'activité. Si on prend la diapositive suivante, c'est vrai qu'on est connu depuis 20 ans en tant que Adenium, qui est le pôle continuité d'activité. On est maintenant structuré en BRG, Be Resilient Group, un peu comme Servir et ODO. Voilà, on se suit depuis de longues années. Et vous voyez effectivement d'autres pôles qui sont plus dédiés sur gestion des risques, gestion de crise et cyber. Voilà, sur la partie cabinet. Donc, ce qui est intéressant, hein, c'est que on peut, sur le PCA, se faire former. On peut mettre en place aussi soi-même. On peut aussi se faire accompagner clé en main. Enfin, le niveau d'accompagnement est à doser, en fait, en fonction du niveau de préparation de vos organisations. On peut faire aussi des diagnostics pour voir où vous en êtes sur le sujet. Bon, je développe pas plus sur l'entreprise. Si vous avez besoin d'informations, il y a le site web adenium.fr et vous pouvez aussi aller voir beresilientgroup.com. Merci beaucoup, Xavier. On va rentrer dans le cœur du sujet, hein, je pense. Et pouvez-vous nous dire pourquoi mettre en place un PCA? Alors, effectivement, la question, puisque les PCA, ça existe depuis longtemps, et donc là, c'est un petit peu notre expérience opérationnelle. Euh, En fait, il y a plein de raisons pour mettre en place un PCA, mais c'est vrai qu'avec le recul, souvent, on se rend compte que on met en place des PCA, et c'est la diapositive qui est à l'affichage, c'est quand il y a des risques. Et quand il y a des risques, il y a aussi des crises. Donc, quand on a vécu effectivement des crises majeures, et donc nous, notre sujet en PCA, c'est là où c'est important de bien amener le thème, c'est les risques d'interruption d'activité. C'est pas n'importe quel type de risque. Donc, c'est des risques opérationnels et ça va être des risques de rupture, en fait, qui vont avoir un impact sur la continuité du business. Donc, la définition du PCA, hein, vous en avez une à l'affichage qui est celle de la MRAE des risk managers. C'est vraiment la parade. Le jour où la crise arrive, on a prévu des plans B, en fait, des plans de secours qui vont permettre d'en limiter l'impact. Et effectivement, à la lumière des crises qu'on peut vivre, vous imaginez bien que nos thématiques de PCA se sont développées et que vous aussi, dans vos organisations, probablement qu'on vous demande de plus en plus le PCA ou qu'en tout cas la question se pose. Donc c'est à la lumière des risques d'interruption d'activité qui se sont développés ces dernières années. Alors, il y en a qui existaient historiquement, hein. On a fait beaucoup de PCA sur des sites qui sont en zone inondable, par exemple. Un site, quand il est en zone inondable, on ne peut pas le déplacer, mais on peut éventuellement déclencher, le fermer et déclencher des dispositifs de repli de secours ou d'inaccessibilité. C'est très vrai aussi sur les risques incendies, par exemple, sur tous les industriels qui ont des installations qui vont être classées ou des installations un peu dangereuses. La question, effectivement, de l'incendie et donc de la continuité d'activité peut se poser. Et comme vous le savez, évidemment, des sinistres, il y en a. L'évolution de ces dernières années, il y a eu des moments clés, hein. Il y a évidemment la pandémie. La pandémie, c'est un pur scénario PCA, c'est-à-dire que on est sur le risque. Donc, en France, quand on l'a vécu, c'était le confinement. Donc, c'était quelque part l'indisponibilité de site ou le fait de ne pas pouvoir circuler. Mais finalement, il n'y avait pas une vague qui faisait que tous les gens étaient indisponibles, comme ça peut être dans le cas sur des virus plus durs. Et donc, effectivement, les organisations qui avaient déjà prévu ce type de dispositif ont pu beaucoup mieux réagir. Celles qui n'avaient pas ont mis en place. Le gros exemple, notamment dans les activités de service, hein, vous le savez bien, c'est la mise en œuvre du télétravail. On a vu la mise en œuvre de télétravail que nous, on recommandait dans nos missions depuis des années, qui ne se faisait pas pour X raisons, en quelques semaines, se mettre en œuvre de façon assez incroyable. Tout ça pour dire que, voilà, plus on est préparé, on prépare la guerre en temps de paix, et il y a tout intérêt, effectivement, à prévoir des PCA par rapport à ça. Je dirais que l'autre risque qui est important, c'est le risque de cyberattaque qui a beaucoup effectivement fait évoluer au niveau des organisations parce que
on se retrouve avec des usines qui ferment parce qu'elles ont vécu une cyberattaque. Et c'est assez paradoxal. C'est des scénarios qu'on ne vivait pas par le passé avec autant d'indisponibilité, de rupture et quelque part d'impact au niveau des organisations. Et puis, il y a tous les risques de rupture de supply chain. Donc ça s'est développé avec les pénuries, les problématiques d'approvisionnement énergétique, mais aussi de matières premières, beaucoup de tensions sur les marchés. Sur la pandémie, ça s'est pas arrangé. Plus récemment, vous savez bien que la guerre en Ukraine pose des problèmes aussi. Donc, on fait beaucoup de PCA de supply chain, qui sont en fait des PCA métiers. Euh, Dieu merci, cet hiver, on n'a finalement pas eu de problème d'approvisionnement énergétique pour la France, mais on aurait pu. Et donc, effectivement, il y a des plans qui ont été mis dans certaines organisations, des PCA, donc de résilience énergétique, pour pouvoir anticiper. Et à la lumière de tous ces risques, il y en a d'autres évidemment. Effectivement, les organisations vont être incitées à se poser la question du PCA. Donc ça, c'est le premier point, Samia, quand on se pose la question de se dire pourquoi mettre en place le PCA. Le deuxième, euh, c'est les enjeux en fait. Alors, c'est les points 2 et 3, puisque je reviendrai après sur le fait qu'il y a des gens qui sont obligés, qui ont des obligations réglementaires. Alors, les enjeux, c'est quoi? On fait des PCA là où il y a des enjeux. Un exemple, euh, lorsque le plus gros client de l'entreprise, parce qu'on est une PME et qu'on est un fournisseur critique, voire parfois critique unique, le plus gros client de l'entreprise demande le PCA. Or, on l'avait demandé depuis déjà assez longtemps, et là, quand c'est le plus gros client de l'entreprise, l'enjeu est évidemment très important. Après, il peut y avoir des enjeux stratégiques, il peut y avoir des enjeux de business. Euh, PCA, en fait, est la traduction anglaise de Business Continuity Plan. Donc, c'est bien la continuité du business dans les entreprises. Dans le domaine public, c'est plus la continuité des opérations ou des services aux populations. Mais les enjeux de business, c'est pas neutre. C'est évidemment la finalité de l'entreprise. Quand il y a effectivement des enjeux importants, on va se dire qu'on va mettre en place un PCA. Et puis, donc c'était un peu les points 2 et 3 que vous avez à l'affichage. Et le point numéro 1, eh bien, c'est quand on a des obligations réglementaires. Alors, je ne vais pas le développer trop là, mais si on doit faire un petit rappel quand même, c'est important à connaître. Donc, ça touche surtout les grosses organisations. Les premiers en France qui ont été obligés de mettre en place des PCA, ce sont les banques. Depuis le 1er juillet 2004, tout établissement de crédit en France est obligé de mettre un PCA, de le réaliser, de le mettre à jour annuellement. Ensuite, dans le secteur de l'assurance, hein, avec Solvabilité 2 pour les gens de l'assurance, à partir de janvier 2016, donc toutes les compagnies d'assurance ont été obligées de mettre en place des PCA avec du contrôle. Hein, c'est les régulateurs, c'est la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel. Donc c'est quand même tout à fait sérieux et donc il y a des auditeurs qui viennent s'assurer que les dispositifs sont mis en œuvre depuis. Dans le domaine bancaire, ça fait longtemps, donc il y a une vraie maturité maintenant. Les autres acteurs, c'est ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, les fameux OIV. Donc, c'est tous les gens qui vont concourir à la continuité économique du pays. C'est beaucoup les réseaux, hein, les réseaux énergétiques, électriques, les réseaux de transport, les réseaux de télécom, etc. Et donc, ces fameux OIV, depuis janvier 2014, sont obligés d'avoir des PCA et ils sont contrôlés par leur ministère de tutelle, donc les hauts fonctionnaires de défense, et aussi le secrétariat général à la Défense nationale, le GDSN, en interministériel. Alors, c'est important les OIV parce que si vous êtes, vous, fournisseur, ou si vous avez des clients qui sont donc fournisseurs d'opérateurs d'importance vitale, eh bien souvent, le donneur d'ordre demande à sa chaîne, en fait, à ses fournisseurs, d'avoir des PCA. Donc, c'est le grand jeu de demande des PCA aux fournisseurs. Et c'est intéressant de se demander si on a des clients OIV ou pas, parce que à un moment ou à un autre, la question du PCA pourra se poser. Et finalement, par ricochet, on se retrouve avec des obligations. Donc, soit c'est dans les textes de loi, dans les décrets, comme je viens de l'évoquer, ou dans des règlements sectoriels, soit ça va être plus au niveau de contrat. Donc là, on n'est pas dans du règlement, mais au niveau d'un contrat, dans la relation commerciale, on pourra exiger le PCA. Ça, c'est vraiment les raisons, en fait, pour répondre à la question.
qui amène à faire le PCA, mais vous vous doutez bien que le point 4, évidemment, c'est une question d'image et de réputation de l'organisation. Quand on va dire, bah, moi, je peux vous livrer, on fait de la qualité, et ben, il faut être, garantir que vous pouvez assurer la même qualité, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, et que effectivement vous êtes en phase avec le discours que vous pouvez afficher. Et donc, bah, le PCA en fait partie. Euh, Ce qu'on a mis dans la présentation, un point qui est assez intéressant, c'est de se poser la question finalement des parties prenantes. Donc j'en ai évoqué quelques-unes. On a parlé tout à l'heure de l'État, des régulateurs, évidemment les clients, mais ça peut intéresser l'actionnaire. Pourquoi? Parce que l'actionnaire, c'est la préservation des actifs. Quand je suis monosite, bah, le site il brûle. Évidemment, l'impact est très fort. Si j'ai un site de secours ou si j'ai prévu des parades, bah, je vais en limiter l'impact. Et donc ça, c'est intéressant pour les actionnaires, de la même manière que les investisseurs ou les partenaires qui vont être amenés à travailler. Ça intéresse évidemment les services de contrôle et d'audit interne quand on est dans des environnements où les PCA sont obligatoires. Évidemment, ça intéresse tout le secteur de l'assurance. Pourquoi? Bah parce que plus vite on redémarre, bah moins ça coûte. Donc ça, on pourra le développer tout à l'heure. Et puis, c'est aussi ce qu'on peut avoir, si vous voyez, sur organisme de certification. Alors ça, c'est un point qui est vraiment intéressant. Je ne vais pas vous embêter trop avec les normes aujourd'hui, mais en fait, les PCA, il y a une norme qui s'appelle la norme ISO 22301, qui existe depuis 2012, qui a été remis à jour en 2019. Et donc, cette norme est une norme qui a son succès, hein. Il y a plus de 6000 sociétés certifiées dans le monde, à l'international, dans tous les secteurs d'activité. Et c'est comme ISO 9001 en qualité ou ISO 14001 en environnement. Donc, on va avoir un système de management de la continuité d'activité. Et donc, on va avoir des certificateurs. Ça peut être l'AFNOR, ça peut être Bureau Veritas, LRQA, etc., qui vont venir auditer pour savoir si les PCA que vous avez mis euh, répondent aux exigences des règles de l'art, donc les exigences finalement de la norme ISO, qui est internationale, donc elle parle un petit peu à tout le monde, ça c'est un élément intéressant. Et on peut faire certifier effectivement le système de management de la continuité d'activité qui a été mis en place, c'est-à-dire de garantir que les dispositifs bah, sont toujours à jour. Et ça, c'est le rôle des auditeurs qui viennent faire les audits de suivi chaque année et où il y a les renouvellements de certification tous les 3 ans. Donc, vous voyez, la bonne nouvelle, c'est que les sujets de PCA, finalement, c'est un peu l'intitulé de ce webinaire, on est vraiment sur des outils aujourd'hui qui sont matures, qui sont opérationnels, et on n'en est plus comme il y a 15 ou 20 ans où on était plus dans des démarches artisanales. Donc, mon propos, c'est pas la démarche de Adenium, mais c'est effectivement des démarches qui sont normalisées et qui permettent d'industrialiser. Donc, la bonne nouvelle, c'est que bah, on n'en est plus à payer les pots cassés aujourd'hui, et puis surtout, on va beaucoup plus vite pour faire des PCA que on ne le faisait par le passé, et donc il y a un gain non négligeable. L'autre point, si on passe à la diapositive suivante, c'est un petit peu ce qui était sur le schéma, c'est ce qui fait la transition, et puis là on rappelle donc les éléments principaux. En gros, le PCA, la finalité, c'est vraiment de limiter l'impact du sinistre ou d'une crise finalement où on va avoir euh, l'organisation qui va se retrouver au tapis et qui va avoir des problématiques de justement de redémarrage d'activité ou de continuité d'activité. Donc, en gros, la crise, elle est là. Malgré tout ce qu'on a pu mettre en place, on est sur du risque résiduel. Donc, ça veut dire que les dispositifs de prévention, de protection, quand bien même ils sont de bonne qualité, eh bien, on se retrouve quand même en défaut. Et c'est là où le PCA va finalement être la parade. Alors, on va pas pouvoir tout réduire, mais on va limiter, ça va faire moins mal. La crise va être là, mais on va redémarrer plus vite parce que on a prévu en amont un certain nombre de parades. Et donc, c'est effectivement à la lumière des crises qu'on voit que certaines organisations réagissent mieux que d'autres. Pour faire le lien, par exemple, avec la norme, un exemple, la première société qui a été certifiée en France, c'est Soitec, qui est cotée au SBF 120, SOITEC, donc qui fabrique des semi-conducteurs. Donc c'est un des fleurons de la high-tech française qui se trouve donc à côté de Grenoble. Et bah, donc ces gens-là se sont engagés dans ces démarches. Pourquoi? Parce qu'ils ont des clients qui sont des gens comme Intel, Apple, AMD, etc., et qui sont très sensibles à la fourniture, vous l'avez vu aussi, hein,
les ruptures de semi-composants, on se retrouve avec des usines automobiles qui ferment parce qu'on n'arrive pas à approvisionner. Une autre entreprise, par exemple ST Microelectronics, les 8 sites français sont certifiés ISO 22301 et la démarche est déployée à l'international sur l'ensemble du groupe. Et c'est intéressant parce que c'est des gens qui ont témoigné, par exemple, pendant la crise de la pandémie, où effectivement, ils ont plutôt bien géré cette crise. Ils avaient même été salués par le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, sur les dispositifs qui avaient été mis en place dans leur site en France lors de la pandémie. Tout ça pour dire que, bah, voilà, il n'y a pas de fatalité. On peut se préparer et donc il y a des organisations qui le font. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui les outils à disposition pour le faire. Alors évidemment, vous retrouvez, hein, c'est un peu à l'affichage, ça résume, mais donc le fait de répondre à toutes les notions de conformité dont on parlait tout à l'heure, légales, réglementaires, contractuelles, c'est un moyen de créer de l'avantage compétitif, ça réduit les coûts. Et puis voilà, dans toutes les crises, il y a toujours des organisations qui tirent leur épingle du jeu et malheureusement d'autres qui le vivent plus douloureusement. Et ben c'est là tout l'enjeu. Et puis peut-être un point, c'est le rectangle en haut à droite, qui est que finalement, quand on met en place des démarches PCA, souvent on pose les bonnes questions parce qu'on pose la question du chemin critique en fait et des activités les plus sensibles. Et donc, bah, en posant ce type de questions, on raisonne sur du mode dégradé finalement. Mais c'est un moyen aussi d'améliorer les processus et le fonctionnement normal. Parce on pose plutôt des bonnes questions et ça peut contribuer aussi à améliorer la performance du fonctionnement en mode normal en envisageant finalement le pire. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on voit à peu près quels sont les moteurs. C'est intéressant de savoir parce que c'est aussi la façon dont on va amener le sujet et dont on va réussir la mise en place de ce type de démarche, puisqu'il y a quand même, on verra tout à l'heure, des facteurs clés de succès pour que les projets PCA soient réussis. Merci beaucoup, Xavier. Maintenant, on souhaiterait que vous nous expliquiez du coup comment on procède et comment ça se passe étape par étape. Alors, la question de la mise en œuvre, comment ça se met en œuvre un PCA? Alors, je vais pas, je vais aller un petit peu à l'essentiel. Vous avez compris hein, que le fait que ce soit normé, on n'est pas obligé d'aller faire un PCA pour mettre en place une certification, mais on peut déjà faire un PCA dans un premier temps selon les bonnes pratiques, selon ISO. C'est ce qui se passe en général. Faut pas oublier que le bon dispositif, c'est celui qui va marcher le jour J et le dispositif opérationnel. Jamais perdre ça de vue, en fait. Et donc, il y a beaucoup d'organisations. Vous, dans vos entreprises, vous faites évidemment de la continuité d'activité. Il y a évidemment un certain nombre de dispositifs qui existent. Là, on est dans quelque chose qui vient de façon complémentaire. On va imposer un regard euh, avec les lunettes finalement de la continuité d'activité, avec nos standards. Donc, on est vraiment sur une approche globale et générale à 360 degrés. Où on se pose la question de la continuité opérationnelle, quels que soient les scénarios qui pourraient arriver finalement. Et comment on se prépare à ça? L'idée, c'est d'envisager tout, de regarder tout, et puis de se dire, bah, globalement, est-ce qu'on a déjà des choses pour répondre? Et donc, on parle de notion de maturité. En PCA, c'est pas on est bon, on est nul. C'est vraiment une notion de maturité, puisque les industriels, par exemple, depuis longtemps, se posent les problématiques de continuité opérationnelle. Et donc, on va valoriser, quand on va faire la mise en œuvre d'un PCA, notre projet, on va valoriser l'existant. Et puis, on va, avec les outils, regarder, en fait, donc c'est une gestion de projet classique. On peut le faire en interne dans l'entreprise, on peut se faire accompagner sur du clé en main avec des consultants, évidemment. L'intérêt, c'est que bah, on maîtrise les méthodologies, on a nos outils de collecte de données qui font qu'on va plus vite, en fait. Mais on peut aussi se former au PCA, en centre de formation, et puis après, euh, avoir donc effectivement un transfert de compétences, puisque la question qui se posera après, c'est celle du maintien en condition opérationnelle. Donc, quand on met en place le PCA, on va en fait regarder les risques. Donc, on rencontre les personnes de l'entreprise tout simplement, hein. On fait des interviews et donc chacun donne sa vision. Donc, si c'est une petite entreprise, bah, ça peut être le gérant qui a la vision et on va regarder tous les risques d'interruption d'activité. On va regarder ce qu'on appelle le fameux BIA, le Business Impact Analysis, donc l'analyse d'impact sur l'activité. Ça, c'est un outil qui permet en fait de cartographier l'ensemble des activités critiques. Et critique, c'est pas juste oh ça c'est critique dans le temps,
sous 4 heures, 24 heures, 48 heures, une semaine, 15 jours, un mois. C'est critique en termes de saisonnalité et c'est aussi critique en termes d'impact. Il y a des activités qui peuvent s'arrêter, qui sont pas obligées de redémarrer tout de suite, mais si jamais elles s'arrêtent longtemps, ça peut avoir un impact très fort parce que ça gère du stock et l'impact financier peut être effectivement lourd sur plusieurs semaines. Donc ce BIA, finalement, c'est l'outil de collecte de données qui va permettre de bien regarder les choses sous le bon angle et puis finalement de mettre tout sur la table et de se dire, globalement, nous, par rapport à tous ces thèmes, comment on est et quelle est notre stratégie. Donc, la stratégie, ça va commencer déjà par la gestion de crise, parce que poser la question de la continuité d'activité, une fois qu'on a consolidé toutes ces informations, qu'on a un petit peu la vision, euh, à ce stade, vous pourriez vous dire, nous, quels sont nos risques d'interruption d'activité, quelles sont nos activités critiques. Après, en utilisant les outils, on va aller plus loin, ça va être beaucoup plus fin. Et puis, on va se poser la question de la stratégie. Alors, la première chose, c'est déjà d'être bon en gestion de crise. Qui fait quoi en cas de crise? Est-ce qu'on a une cellule de crise? Est-ce que c'est organisé? Communication de crise, etc. Donc ça, c'est le premier point. Point de passage obligé. Et puis après, votre PCA, ça va être les stratégies en cas d'indisponibilité. Donc, on va retrouver dans le PCA les parades par rapport à des macro-scénarios d'indisponibilité, c'est-à-dire l'indisponibilité des sites ou l'inaccessibilité des sites. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a prévu? Est-ce qu'on a des plans B, des plans de secours, etc. En cas d'indisponibilité des ressources humaines, des personnes, est-ce que vous savez aujourd'hui dans vos organisations avec combien de personnes vous pouvez tenir sous 4 heures, 24 heures, 48 heures, une semaine, un mois, dans les cas les plus défavorables? Voilà, c'est ce travail qu'on va faire dans les PCA. Quand on fait un PCA, si on a besoin de tout de suite et de tout le monde, on n'a pas bien fait son travail. Voilà, c'est un peu ça parce que dans la vraie vie, malheureusement, c'est ce qui se passe. Et puis, on va avoir l'indisponibilité des outils de production. Donc ça, très important, hein. Ligne de production, équipement critique. Donc évidemment, quand on a des usines qui sont dupliquées et qui peuvent produire les mêmes choses, c'est formidable. On crée une résilience importante. Encore faut-il l'organiser dans des plans où on peut faire effectivement de reroutage de production, de relève, etc. Et puis on va avoir aussi l'indisponibilité des fournisseurs. Donc c'est vrai pour de l'approvisionnement en matières premières, c'est vrai pour l'approvisionnement en utilité, en énergie, ou en flux aussi, les gens qui vont pouvoir nous approvisionner. Donc, dans le PCA, on retrouve la liste de tous les fournisseurs critiques. Et la question à se poser, c'est aussi, est-ce que ces fournisseurs critiques, eux, ont des PCA, ont prévu des choses pour que demain, ils ne se retrouvent pas en défaillance et qu'ils vous impactent vous. Voilà. Quand on a consolidé tout ça dans ce qu'on appelle souvent un PCA socle d'entreprise, là déjà, on est vraiment pas mal et on commence à avoir un bon niveau de maturité. L'idée après, évidemment, vous vous doutez bien, c'est que les PCA, il faut les tester, il faut s'y entraîner. Alors, on fait beaucoup dans nos métiers de consultants d'exercices de crise, de tests de PCA, des dispositifs pour s'assurer que effectivement tout ça, ça fonctionne le jour où on a besoin. Et puis, l'amélioration continue, c'est à la lumière des exercices d'entraînement ou à la lumière aussi des incidents, des accidents et des crises qu'on peut vivre, de pouvoir apporter les correctifs et d'être toujours dans des programmes d'amélioration continue pour faire progresser l'organisation. J'ai fait assez court pour résumer la démarche. Évidemment, on peut creuser, aller sur l'ISO et zoomer de façon beaucoup plus précise. Mais l'essentiel est là, l'essentiel est dit. Merci Xavier. Tout à l'heure et au long du slide, je vous ai entendu beaucoup parler de cyber-résilience. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors ça, c'est un gros enjeu, hein. Donc si on regarde, évidemment, c'est lié au développement des cyberattaques. Donc le sujet, c'est quoi? C'est le jour où malheureusement on vit une cyberattaque. Donc en fait, il y a des travaux qui sont tout à fait précurseurs, qu'on a piloté l'année dernière avec un groupe d'experts à l'AFNOR. Donc ce document est gratuit, vous pouvez le télécharger sur le site de l'AFNOR. Ça s'appelle AFNOR Spec sur la cyber-résilience. Et donc ce document présente un petit peu les bonnes pratiques en cas de cyberattaque. Donc on parle de cyberattaques lourdes qui vont mettre effectivement les organisations en difficulté.
et toutes les bonnes pratiques pour s'y préparer. Donc, il n'y avait pas trop de documentation là-dessus, sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses en informatique sur la sécurité des systèmes, mais sur la question de la continuité de la reconstruction en cas de cyberattaque, il n'y avait pas énormément de choses. Et donc, le fruit de ce guide, qui est très opérationnel, très pratique, c'est des échanges avec une cinquantaine d'experts qui ont tous vécu des cyberattaques. Donc, soit chez nos clients en étant prestataires conseils, soit des clients finaux qui eux-mêmes ont vécu ce type de cyberattaque. Et donc, le jour malheureusement où vous êtes cyberattaqué, hein, évidemment on ne souhaite pas, le problème c'est que vous vous retrouvez avec, vous n'avez plus vos outils, donc vous êtes assez démunis, votre système d'information, et dans le cas de cyberattaque, appelée dite paralysante, le redémarrage va peut-être durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est souvent ces cyberattaques-là qui ont été très douloureuses pour les organisations et qui ont coûté très cher. Donc par rapport à ça, ce qui est recommandé, c'est l'enchaînement des dispositifs de continuité qu'on a à l'affichage. Bah, euh, c'est un peu la pyramide, si vous voulez. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir un PC à socle. Parce que le problème, c'est le jour où ça vous arrive, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Et comment on va faire pour redémarrer déjà? Est-ce qu'on va pouvoir redémarrer? Est-ce qu'on a eu des backups, des sauvegardes, etc. Et quand on redémarre, c'est quoi les ordres de priorité? Alors, si vous avez fait un PCA, le fameux PCA socle, si on voit avec la petite flèche, évidemment, ça va être plus facile pour les dirigeants de dire, on commence par ça, parce qu'on l'avait anticipé. Ensuite, si vos équipes informatiques ont prévu des dispositifs de secours, et là on ne parle pas uniquement des sauvegardes informatiques, on parle bien d'avoir des dispositifs de secours du système d'information, des noyaux durs en fait de système d'information, qui font que quand le système d'information est cassé et qu'on doit reconstruire à blanc, on dit, ou à froid en partant de zéro, eh bien on a ce qu'on appelle des PRA, donc des plans de reprise d'activité informatique, PCA informatique, et on va pouvoir redémarrer plus vite. Mais ça peut prendre du temps parce que en cas de cyberattaque, le temps qu'on fasse les investigations, qu'on remonte au virus, ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc là, c'est un petit peu le haut de la pyramide, un petit peu le Graal, ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui dans les organisations, c'est-à-dire le PCA cyber, qui consiste en fait à définir des modes dégradés métiers sans le système d'information habituel qu'on peut avoir. Alors, pour les gens, par exemple, RSSI ou les gens qui travaillent en sécurité informatique, c'est un peu le Graal parce que ça veut dire que quand bien même vous avez prévu les dispositifs de prévention et de protection en cybersécurité les plus, euh, les plus robustes, il y a toujours ce risque résiduel. Et le fait de se dire que vos métiers ont prévu des modes dégradés, même si jamais demain il y avait un souci, c'est un peu ceinture, bretelles et parachute, quoi. Et alors, on peut pas, c'est du mode dégradé, hein, ça marche pas à tous les coups. C'est beaucoup de gens dans le public qui ont vécu les hôpitaux, on fait beaucoup ça, les collectivités, de se dire comment ils font fonctionner leur organisation quand ils ont plus l'informatique. Et donc, on peut faire des choses, par exemple la paye, pour pouvoir payer son personnel. Eh bien, si on n'a plus d'informatique, effectivement, on va pas pouvoir faire les éléments de paye, mais on peut avoir une procédure dégradée qui est de rejouer la paye du mois précédent. Encore faut-il l'avoir prévu en amont, avoir prévu les chaînes de validation, voilà. Donc à chaque fois, c'est spécifique, c'est propre à l'organisation, mais c'est bien, Nicolas, ce thème en fait de la cyber-résilience, qui est justement de pouvoir rebondir et d'être moins touché par ce type de nouvelles menaces. Donc les outils sont là, ils sont assez nouveaux, ils sont peu connus, donc je ne peux que vous inviter à les télécharger. Donc sur le site de l'AFNOR, il suffit de renseigner son adresse mail et effectivement de déployer ce type d'outils dans les organisations. Merci Xavier pour ce focus sur la cyber-résilience. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter lorsqu'on réalise un PCA? Alors, effectivement, l'une des difficultés, et certains d'entre vous le savent peut-être, parce que le PCA, ça s'improvise pas. Le biais celui qu'on va voir le plus souvent, en fait, c'est de se perdre en chemin, ou de pas bien poser le problème, de pas bien poser le sujet. Donc c'est toute la question, c'est classique, c'est de définir les périmètres, mais c'est vrai qu'en PCA, c'est tellement large, ça emmène tellement de sujets, tellement de choses que il faut bien poser le thème. Et finalement, les facteurs clés de succès, quand on met en place un PCA, c'est vraiment de le partager avec les équipes, c'est-à-dire que
il faut pas, souvent, l'erreur qui est faite, c'est de se dire, bah, le PCA, c'est un document. On m'a demandé le PCA, je vais reproduire ce document qui est un peu copié-collé. Et là, bah, si on est dans cette logique-là, on a tout faux. Puisque effectivement, il y a ça, d'accord, il y a un moment, il y a un document chapeau, il y a du formalisme, il y a des procédures, bien sûr, mais la question de la continuité opérationnelle d'une entreprise, de la continuité du business, c'est avant tout une approche de management. Donc, ça veut dire que il va falloir le partager avec les différentes parties prenantes de l'entreprise. Ça concerne la direction générale en premier lieu, mais c'est aussi les opérationnels qui sont sur le terrain, qui sont au courant des points qui peuvent être les plus sensibles. Et finalement, dans les PME, par exemple, quand on fait des PCA, bah, c'est des projets qui peuvent être vraiment très, très fédérateurs pour toute l'entreprise, parce que on balaye, c'est des approches à 360 degrés, en fait. Et comme on disait, bah, on pose les bonnes questions, puisque on se pose la question des activités les plus critiques, les plus sensibles. C'est important de pouvoir communiquer. Il y a aussi le fait de partager ce qui peut être fait derrière, c'est aussi la sauvegarde des emplois qui est concernée. Et donc de le communiquer aussi quand on est bon sur ces thématiques-là. Et on le dit aussi parfois dans certains cas, c'est-à-dire que le PCA, oui, c'est un outil opérationnel de prévention, mais c'est aussi un engagement de responsabilité sociétale des entreprises, hein, de se prémunir de ce type de thématique. Et puis, comme on dit souvent, de créer plus de résilience, plus de robustesse dans le monde aujourd'hui dans lequel on vit, où effectivement on est exposé de plus en plus à ces fameux risques d'interruption d'activité. Voilà, j'essaie de respecter le timing, Nicolas, Samia. Je crois qu'on est bon. Vous êtes Oui, on très est très bon. bon même, j'ai envie de dire, Dans le timing, en tout cas. on est très très bien. J'ai invité les participants à poser des questions. Je ne sais pas si on a des questions dans le chat. Je vais regarder immédiatement. Alors oui, Xavier, j'ai une question pour vous. Savoir comment s'organise concrètement en interne la réalisation d'un PCA. Je pense que peut-être savoir quels doivent être les intervenants, etc. Vous l'avez déjà un peu abordé, mais Oui, alors je vous laisse évidemment, répondre. parce que ça fait toujours peur de se dire quel va être l'impact. Et comme je l'expliquais, c'est un projet d'entreprise. Donc, quelque part, bah, faut mobiliser les acteurs. Donc, évidemment, c'est du temps. Alors, pour justement, effectivement, essayer de l'organiser au mieux, ce qui est recommandé, c'est qu'il y ait finalement un chef de projet, une personne responsable du PCA. Alors, dans les grosses organisations, on parle de RPCA. Il y a vraiment des fonctions qui ont émergé, responsable plan de continuité d'activité. Et donc, c'est bien que la personne qui va être le chef de projet pour l'élaboration, qui soit l'interlocuteur, puisse être la personne responsable du maintien en condition opérationnelle pour la suite, en fait, puisque c'est la question de la mise à jour, évidemment. Tout à Alors, fait. c'est souvent des fonctions, on va retrouver au niveau responsable hygiène, sécurité, environnement, par exemple, mais ça peut être attaché aux directions des risques. Quand on est dans les petites entreprises, bah, le RPCA, c'est le gérant, hein, c'est le chef d'entreprise, en fait. Euh, on peut aussi avoir des gens du juridique parce qu'il y a une dimension dans certains environnements réglementaires. Donc il faut cette gouvernance projet, mais opérationnelle et simple, hein, un chef de projet, un sponsor, une direction qui s'engage dans le projet. Et puis après, il va falloir définir le panel dans les métiers des gens qu'on va aller interviewer pour collecter les données. Et puisque c'est eux qui vont se prononcer et qui vont dire, bah, moi, quand je dis que mon activité, elle est critique, c'est parce que j'ai une vision qui est que ça doit redémarrer sous 4 heures ma ligne de production, sinon on perd énormément, etc. Et ensuite, bah, on consolide. C'est pour ça que ces projets, il faut que soient partagés parce que la vision de l'un n'est pas forcément la vision de l'autre. Et puis, on peut avoir beaucoup de transversalité. Vous vous arrêtez, c'est pas grave. Mais votre service, par exemple, en logistique, mais si vous fonctionnez pas, eh ben, ça peut impacter d'autres activités dans l'entreprise de façon beaucoup plus lourde. Donc, ce qui est important, en fait, euh, quand on met en place justement cette organisation, c'est de vraiment avoir des gens et donc une hiérarchie en fait qui va pouvoir trancher, valider, arbitrer. Parce que vos opérationnels qui vous disent que bah, eux, ça doit redémarrer sous 4 heures, finalement, un comité de direction où le gérant va dire j'ai compris, qu'il dit sous 4 heures, mais en réalité, on est plutôt à 2, 3 jours. Voilà, c'est ce genre de choses. Et puis, c'est que ensuite, on le partage et qu'on puisse faire des exercices. Alors, on ne va pas à chaque fois mobiliser toute l'entreprise, mais on peut mobiliser, on fait des tests unitaires, on peut faire des exercices de simulation de crise simplement avec la cellule de crise, sans que ce soit non plus trop impactant, si vous voulez. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas cet éclairage
auprès des interlocuteurs, le PCA, c'est l'affaire de tous, en fait, et que chacun valide pour son périmètre, puisque c'est justement ça qui assurera le maintien en condition opérationnelle, en fait. On l'a fait en phase d'élaboration, on a donné sa vision, et l'année suivante, on refait une revue de direction pour s'assurer de ce qui a pu changer ou pas, mais on refait pas le PCA à chaque fois, en fait. Et c'est là où il y a un gain, c'est là où les standards ISO apportent aussi des choses intéressantes. Ben justement, Xavier, j'ai une autre question d'un participant. Savoir, dans le cadre de la norme ISO 22301, peut-on avoir un PCA uniquement sur un risque opération, usine, fournisseur, ou non sur tous les plans? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une question un petit peu pour les initiés. J'aurais tendance à... Donc, pour les gens qui font des projets de certification ISO, la problématique est la même, en fait, que sur l'ISO 9001 ou 14001. En fait, c'est la question du périmètre. Et donc, le périmètre, eh ben, il est à discuter avec le certificateur. La seule chose, c'est que si à un moment... et donc, le périmètre, c'est ce qui est écrit et affiché sur le certificat quand il est délivré, en fait. Et donc, si on a un périmètre qui est trop réduit ou qui ne prend pas les réalités opérationnelles de l'entreprise, bah, quelque part, c'est contre-productif et ça va pas avoir de sens, par exemple. Donc, l'expérience de ce type de projet, pour être concret, c'est que vous pouvez le faire que sur certains services supports, mais il faut, et c'est ce qui a été recommandé souvent par les certificateurs quand on a des échanges avec eux, le mieux, en fait, c'est de leur poser la question et de leur demander l'avis. Mais ce qui va être exigé, c'est qu'on ait des process métiers. Si on n'a pas un process métier, si vous faites certifier ISO 22301, votre laboratoire de recherche et développement, c'est formidable. Mais si vous êtes un industriel qui produisait, vous n'êtes pas un centre de recherche et développement. Donc, la finalité, elle est pas vraiment cohérente. Et donc, dans la question de dire, est-ce qu'on peut avoir un risque opération usine-fournisseur et ne pas les avoir sur le plan IT, ça peut se faire. On peut avoir, il y a des gens qui se sont fait certifier au niveau de siège sur leur service support. Euh, ils n'avaient pas forcément, donc ils avaient la relation client, tout le domaine client qui était dedans. On a plein de sites industriels qui se font certifier uniquement sur, on parlait tout à l'heure d'industriels dans les semi-conducteurs. Donc les sites de production sont certifiés. Alors évidemment, ils peuvent être dépendants de certains supports. Donc l'auditeur va regarder, mais on n'est pas forcément obligé d'avoir une certification de toute l'architecture informatique. Mais à un moment, la question va se poser. C'est-à-dire que il y a les exigences de la norme et après, il y a aussi les dispositifs opérationnels, si vous voulez. Donc, s'il n'y a rien au niveau informatique, on va dire l'usine. Donc, on regarde. Après, c'est aussi lié à la lecture qu'on peut avoir avec les auditeurs. Voilà. C'est une question qui n'est pas simple, qui parfois, sur des projets de certification, euh, il y a beaucoup d'échanges et ça peut prendre beaucoup de temps pour entériner ça. Mais il vaut mieux se poser les bonnes questions au départ, effectivement, et c'était l'objet de la question, plutôt que de foncer tête baissée en se disant on veut être certifié, c'est génial, on y va. Parce que voilà, la question des périmètres, elle est fondamentale. On va peut-être prendre encore 2, 3 minutes pour poser une ou deux questions. À savoir, moi je pense que ce qui est important aussi, c'est au niveau de l'aspect financier, parce que c'est quand même un sujet important pour nos clients. À savoir, combien coûte l'accompagnement de la part de votre cabinet pour la mise en place d'un PCA? Alors là, on parle effectivement de l'accompagnement en consulting. Donc, il y a différents niveaux d'accompagnement. On peut faire des diagnostics. Donc, le diagnostic, c'est de se dire comment on est au niveau comme on est au niveau PCA, nous. Donc là, un diagnostic sur un site, ça va être, selon la taille des sites, ça peut être 1, 2, 3 jours. Et on a un rapport de diagnostic. Quand on est dans le cadre d'accompagnement, de certification, on fait des audits, effectivement, ISO 22301 pour voir l'écart pour aller à la certification. Donc là, c'est un petit peu plus poussé. Et donc, ces audits, ça va être de la même manière, ça peut être 2, 3 jours, maximum 5 jours d'audit si on est sur des très, très gros sites. Donc, c'est des enveloppes de quelques milliers d'euros, hein. Les premiers diacs, ça peut démarrer à 1500, 2000, et puis ça monte jusqu'à 4, 5 000, ainsi que les audits. Après, si on veut faire le PCA clé en main, là, ça va dépendre de la taille des organisations et du secteur d'activité. Donc, pour les plus petites organisations, en fait, les honoraires de consulting, c'est pas forcément beaucoup, c'est pas forcément très lourd. Il n'y a pas forcément beaucoup de jours de consultants.
Euh, mais il va y avoir plus un temps de délai en termes de planning, de maturation, d'échange. Et donc, sur des petites organisations, les premiers PCA, on va commencer par 5 ou 10 jours de consulting. Donc, vous voyez, ça fait des enveloppes budgétaires de l'ordre de 5 000 à 10 000 euros. Et puis, si on a effectivement des sites plus importants, on va être sur quelques dizaines de milliers d'euros, donc des PCA à 20, 30, 40 000. Sur des enveloppes à 50 000 euros, on est déjà sur des gros sites. Après, ça dépend de l'activité. Si on est sur des activités de service, c'est plus facile. Si on est multisite et que c'est industriel, à chaque fois se repose la question. Par contre, on peut industrialiser les démarches. Donc, ça peut arriver que on fait un ou deux sites industriels et ensuite, bah, le client il déploie la démarche Mm. sur ces différents sites en France et à l'international. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, Samia, au niveau Oui, je pense que budgétaire. on a une idée, au moins un On a une ordre idée, d'idée, voilà, c'est ça. voilà, Mais c'est pour vrai que souvent, savoir. c'est au cas par cas et il Tout faut à bien fait, je regarder les pense que périmètres en et on fonction de en discute. l'activité et de C'est savoir ça, par rapport aux installations aussi du client, forcément, c'est du sur-mesure, certainement. Donc, c'est ça. mais au moins, ça donne une ordre d'idée à nos participants. J'ai une petite question complémentaire et je pense que ce sera la dernière, et c'est pour vous, Xavier, encore, je suis désolée, à savoir, vous avez cité ST Micro. Quel est Oui. l'autre industriel qui a été certifié le premier en France? Alors, le premier certifié français il s'appelle Soitec, Soitec. C'est côté OSBF 120, il se trouve à Grenoble. Il se trouve qu'on les a accompagnés, en fait. Et que donc j'ai le droit de les citer et de citer la référence. Ils ont ensuite déployé les démarches à l'international, aux États-Unis, San Diego, et puis en Asie à Singapour. Vous retrouverez sur le net probablement des références. Peut-être signaler qu'il y a une association qui s'appelle le Club 22301, qui est une association loi 1901, qui a été créée justement par les industriels et aussi les assureurs pour faire la promotion du standard. Et donc, euh, il y a des retours d'expérience, des partages. Il y a un site internet, un Club 22301, pour ceux qui auront envie d'aller un peu plus loin. Donc, selon les années, l'association est plus ou moins active. On en est, nous, cofondateurs. Mais ça permet effectivement de faire les retours d'expérience. Et typiquement, Soitec avait témoigné de ses retours d'expérience. Et ST Micro l'a fait aussi. Et d'autres encore. Est-ce que je peux me permettre de vous en poser une dernière? Parce que j'ai une question qui est apparue encore dans le chat. Parce que sinon, on va laisser notre participant un peu triste. Savoir quelle est la durée nécessaire pour la mise en place d'un PCA à l'échelle d'un groupe industriel, avec une Alors, dizaine de sites, on ouais. précise. Ce qu'on dit souvent, c'est que, vous voyez, sur les plus petits PCA, alors un petit PCA, ça peut être juste une usine. On va avoir peut-être 10, 15 jours de travail de consultant. L'expérience, c'est que si on le réduit en moins de 2, 3 mois, c'est pas bon parce qu'il y a justement le temps de maturation, d'arbitrage, des échanges. Donc, on est quand même sur cette feuille-là. Alors après, si c'est sur une logique de déploiement au niveau d'un groupe industriel, ce qui est bien, c'est de commencer par un pilote où on met en place un cadre de référence selon ISO, mais on l'adapte aussi aux usages de l'industriel. L'industriel, souvent, il peut avoir mis en place des systèmes de management, il y a tout un historique. Donc, l'idée, c'est de se caler par rapport aux usages qu'on peut avoir. Et puis, effectivement, après, de se dire, bah, on va déployer. Donc, il y a les outils. Le déploiement, il peut se faire en accompagnement ou pas. Un groupe industriel avec une dizaine de sites, vous êtes sur une feuille de route annuelle hein, où vous posez déjà le cadre, les premiers pilotes. Et puis après, votre vitesse de déploiement peut se faire le cadencement, mais en moins d'un an, ça me semble difficile. Après, si c'est à l'international, bah, vous pouvez aussi choisir les pays. On le fait pour de belles ETI françaises où il démarre par la France sur les sites pilotes, et puis après, on fait les États-Unis, le Brésil, l'Irlande, voilà. Et ils sont sur des feuilles de route à 4, 5 ans, où ils choisissent un ou deux pays chaque année à déployer dans les filiales donc l'industrialisation permet aussi, quand on travaille en anglais, bah, d'avoir un référentiel, une langue commune. C'est plus Oui, facile de dupliquer les outils, les documents, pour l'ensemble des filiales du bien groupe, sûr, du coup. bien sûr. Alors, Bah, merci beaucoup. pardon, peut-être un point quand même, et c'est important d'avoir, effectivement, la question, elle est intéressante parce qu'elle pose bien le sujet. C'est-à-dire que vouloir faire un PCA d'un site tout seul, chez un industriel, un site tout seul, il est forcément en interaction avec les autres sites. Donc, c'est un moment très intéressant d'avoir la vision globale d'une direction industrielle avec l'ensemble de ces sites et de démarrer d'abord dans une approche globale, si vous voulez.
et après on fait un site pilote. Plutôt que de se dire le site pilote tout seul sans voir ce qui se passe autour dans le groupe, eh ben on est un petit peu aveugle en fait par rapport au reste. Et donc il faut éviter de le faire. Mais bon, les deux sont possibles, mais c'est vrai que c'est pas mal de démarrer avec une vision globale ensemble usine parce que c'est là aussi on crée de la résilience. Ben, merci beaucoup, Xavier. Mais, je vous remercie vivement pour la participation à ce webinaire avec nous et tous les éclaircissements que vous nous avez apportés sur ce sujet. Et je remercie également l'ensemble des participants qui étaient présents ce jour. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup. Au Merci à revoir. tous. Bonne journée. Merci à tous.